Bonjour à tous, merci d'avoir fait l'effort de venir jusqu'ici. Donc l'amphithéâtre du lycée qui est le lieu où se déroulent les conférences de ce rendez-vous Tech & Bio consacré à l'arboriculture fruitière. Donc cet après-midi, on a les deux dernières conférences qui clôturent ce cycle de 4 conférences techniques et économiques. Donc on va commencer dans quelques minutes par la conférence économique orientée sur le marché des fruits biologiques en faisant le point avec des experts en la matière sur la situation actuelle et quelques perspectives, et auquel on ajoutera sous forme un peu de témoignages des exemples avec des acteurs locaux. Monsieur Peyre de la société Blue Whale et Monsieur Moll, qui est directeur de la société Aux Saveurs du Quercy. Donc c'est Dany Lanoé du CIVAM Bio 66 et qui anime aussi la commission fruits et légumes régionale d'Interbio Occitanie, qui va être l'animateur de cette conférence. Et puis à 16h, on aura une autre conférence, mais un peu plus technique, organisée autour de l'adaptation des vergers au changement climatique et à la gestion de l'eau, et qui aura aussi des intervenants de qualité, comme pour cette première. Donc je vais laisser la parole à Dany Lanoé, qui va vous présenter un petit peu plus en détail ce qui nous attend pour ce début d'après-midi. Merci de votre participation. Merci Anne, bonjour à toutes et à tous. Alors on va essayer que cette conférence soit assez dynamique en période post-digestive du coup. Avant de commencer du coup par la présentation des intervenants, je veux juste une petite partie introductive. Donc, pour rappeler que les fruits et légumes, en tout cas frais, ils occupent la deuxième place au niveau des produits consommés en France, derrière les produits d'épicerie. Que dans le contexte d'incertitude économique actuelle qu'on traverse, il nous paraît aussi important justement de prendre le temps de comprendre comment évoluent les principaux indicateurs du marché national des fruits biologiques, à savoir qui sont les consommateurs, les nouveaux, les anciens, comment ça évolue de fruits bio, quels changements on peut observer dans les ventes et en fonction des différents circuits de distribution, les orientations stratégiques aussi sur la baie qui sont pris par nos voisins européens. Donc là aussi, il y a des parcours et en tout cas des initiatives un peu différentes. Nous avons construit cette conférence en 2 temps. Première partie, donc une présentation qui va se faire, et dans un second temps, un échange à la fois avec les témoignages comme Anne disait, et aussi un temps d'échange avec vous si vous le souhaitez, voilà, pour avoir un maximum d'échanges sur la perception également que vous avez à votre niveau. Donc pour les intervenants, nous avons le plaisir d'avoir Dragana Miladinovic, excuse-moi, qui est chef de groupe au sein du service économique et évaluation de compétitivité des filières à Interfel, et M. Clément Lepeul du bureau d'études AND International, qui travaille depuis pas mal d'années aux côtés de l'agence bio pour des études de marché, les évaluations entre autres de chiffre d'affaires du secteur biologique, à la fois au niveau national mais également au niveau européen. Voilà, je vous remercie encore d'être là, et puis je passe la parole à Dragana. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Alors moi, dans un premier temps, je vais vous présenter quelques données clés, données statistiques au niveau de l'offre. Donc du côté de l'offre, alors premiers éléments autour de la production de fruits frais biologiques. Donc on vous a présenté sur ces 5 dernières années pour les fruits frais, les surfaces cultivées en bio et le poids dans la SAU, source Agence Bio et Statistiques agricoles annuelles de l'Agreste. Donc on observe qu'en 2020, on est sur 36 000 hectares cultivés en bio, dont 12 000 hectares en conversion, hors pommes à cidre et olives. Et en termes de poids dans la SAU,
SAU. Donc pour les fruits, on est à 26,9% sur 2020 de poids au niveau de la SAU pour les fruits frais bio. Alors là, on vous a présenté des éléments au niveau des productions fruitières avec segmentation par produit. Donc les données que je vais vous présenter là, elles représentent les tonnages qui sont mis en marché au stade de la première mise en marché. Donc au niveau d'Interfel, on réalise une enquête tous les ans où on recense les volumes au stade de la première mise en marché, donc réalisée par le cabinet CHD Expert depuis maintenant à peu près une décennie. Et donc, ce qu'on observe au niveau des dernières données dont nous disposons sur l'année 2020, c'est qu'on est à peu près sur 220 000 tonnes de fruits frais bio qui ont été mis en marché en 2020. Donc là, on est sur de la production française et des importations introduction. À l'intérieur, on a à peu près 77% de ces tonnages qui sont d'origine France et à peu près 23% qui sont d'autres origines, donc importation et introduction. Au niveau de ce camembert, vous avez la répartition de ces volumes par produit. Et donc, on observe que les pommes sont la première catégorie de fruits frais bio en 2020 mis en marché, qui représente 54% des volumes totaux. Donc, vous voyez, c'est la partie du camembert qui est en bleu foncé. Et les poires représentent quant à elles à peu près 10% des volumes totaux mis en marché en France. Et donc, la destination de ces volumes sont le marché intérieur et puis également l'exportation, l'expédition. Alors maintenant, on va vous présenter quelques indicateurs clés au niveau de la demande. Et donc là, je vais laisser la parole à Clément Lepeul pour nous présenter des données issues d'AND pour l'agence bio. Merci Dragana. Alors comme vous voyez sur ce premier graphique, donc en fait c'est l'évolution de la consommation bio au stade détail depuis 2017 par catégorie de produits. Le contexte dans lequel on se situe en 2021, c'est un contexte de déconsommation globale de l'alimentaire en général. Et dans ce contexte-là, le bio a également subi un premier arrêt, un premier recul du marché en 2021, avec une consommation qui chute de 1,34%, en comparaison avec l'alimentaire général qui chute de 2%. La part de marché des produits alimentaires bio se maintient à 6,6% entre 2020 et 2021. Et ce qu'on observe, c'est que le recul est principalement lié en fait, à la chute des produits frais, donc les produits de crèmerie, viande et fruits et légumes. Ce qui est aussi particulier, c'est qu'on compare à l'année 2020, donc qui est une année record pour l'alimentaire, en bio et en général également, puisque c'était une année où la consommation avait progressé de 12,9%. Donc l'agriculture bio, les produits biologiques s'en sortent un petit peu mieux, mais quand on regarde de façon plus précise par catégorie de produits, on observe qu'il y a certaines catégories qui connaissent des baisses beaucoup plus significatives. Oui, alors ça c'est l'évolution spécifique du marché des fruits et légumes frais, donc au stade détail. Comme le disait tout à l'heure Dany, c'est la deuxième catégorie de produits bio le plus consommé en France. Ça représente à peu près 2 milliards d'euros, 16% de la consommation alimentaire au stade détail. Et ce qu'on observe là entre 2021 et 2020, c'est une baisse. Donc je pense que c'est aussi des messages que vous avez pu entendre depuis le début de l'année. Donc c'est une baisse de la consommation de produits des fruits et légumes bio, mais qui n'est pas exactement la même entre les fruits et légumes quand on compare à la tendance générale. C'est-à-dire que la consommation en fruits bio baisse plus que la consommation de fruits en général, alors que la consommation de légumes bio baisse un peu moins que la baisse de la consommation de légumes en général. On va poursuivre maintenant avec quelques données issues du panel consommateur Kantar World Panel.
Donc là, je vais vous présenter quelques indicateurs clés au niveau de ce panel consommateur. Donc quelques mots sur la méthodologie de ce panel. On est sur un panel consommateur composé de 12 000 ménages représentatifs de la population française qui déclarent leurs achats pour une consommation à domicile. Donc le périmètre, c'est bien les achats pour la consommation à domicile. Par rapport aux éléments présentés par Clément qui sont sur le total fruits et légumes bio, là, au niveau de notre suivi, on est recentré sur 15 fruits et légumes bio. Donc, on vous a mis la liste là en bas de la diapo. Et puis, on est sur toute origine confondue. Donc, ces données sont toute origine confondue, tout circuit de distribution confondu et tout conditionnement confondu, pardon, donc vrac et préemballé. Alors, ce qu'on observe au niveau des achats des ménages sur ces 15 fruits et légumes bio, eh bien, comme vous l'a dit Clément, on était sur une dynamique de croissance. Vous voyez, on vous a mis les achats en volume, ce sont les bâtons bleus, les achats en valeur, les dépenses, c'est la courbe rouge. Donc vous voyez, jusqu'en 2019, le marché avait une croissance positive chaque année en volume et en valeur. On achetait davantage en volume et on dépensait davantage en euros, en valeur. Année 2020, année bien particulière, année record, si je peux dire, en termes de comportement d'achat pour la consommation à domicile, avec la crise sanitaire et puis l'effet report, les confinements, les restrictions et cet effet report de la restauration hors domicile vers la consommation à domicile. Donc là, on est sur la conso à domicile. Vous voyez le pic vers le haut de 2020 en dépenses et en volume d'achat. Et puis, en 2021, vous voyez qu'on diminue, certes par rapport à 2020 parce qu'on est dans une configuration différente, même si la crise sanitaire est toujours là, mais on ne revient pas tout à fait au niveau de l'année 2019, que ce soit sur les dépenses ou sur les volumes d'achat. Donc vous voyez que le petit bâton bleu de 2021 est plus bas que celui de 2019 et pareil pour le point rouge. Alors en termes de part de marché de ces 15 fruits et légumes bio sur le total de ces 15 produits. En 2021, en volume, on est à 7,8% de part de marché. En valeur, on est à 9,6%. Donc, par rapport au global alimentaire bio, vous voyez que les fruits et légumes bio sont surreprésentés, puisque comme Clément vous l'a dit, c'est à peu près 6% de part de marché. Là, on est à peu près autour de 9% en valeur. Par contre, vous voyez, moi, ça fait 12 ans que je suis ces données d'année en année. Chaque année, les fruits et légumes bio gagnaient des points de part de marché. Et puis cette année, en 2020, eh bien, c'est la première année pour laquelle on observe un recul de ces parts de marché. Et donc là, on va regarder toujours sur ces mêmes données, sur ce panel consommateur Kantar, comment ont évolué les différents leviers de développement des achats. Donc les deux premiers graphiques représentent les quantités achetées par ménage, les sommes dépensées, donc c'est ce qu'on a regardé précédemment. On vous a indiqué également le prix moyen payé à l'achat, et puis vers la fin, les deux derniers graphiques, la fréquence d'achat, c'est-à-dire le nombre d'actes d'achat réalisés dans l'année par les ménages français en moyenne, et puis la taille de clientèle, c'est-à-dire le pourcentage de ménages acheteurs qui ont acheté au moins une fois dans l'année des fruits et légumes bio sur cette liste-là. Et donc, on observe, comme je vous l'ai dit, 2020, le pic vers le haut, donc effet crise sanitaire. Par contre, ce qu'il y a à noter, c'est que sur l'année 2020, on a certes une croissance, ce pic vers le haut qui est observé, mais après, quand on regarde mois par mois, la croissance sur 2020 avait uniquement lieu pendant les deux périodes de confinement. Quand on était hors période de confinement, les achats étaient plutôt stables, voire un petit peu en recul en 2020. Le pic vers le haut de 2020, il est vraiment lié uniquement aux deux confinements nationaux qu'on a pu observer. Et donc, on avait déjà des premiers signaux, si je peux dire,
faible ou d'alerte sur ces observations de 2020. Et puis 2021, vous voyez en volume qu'on recule certes par rapport à 2020, mais aussi par rapport à 2019, qui était une année qu'on peut considérer comme normale, sans perturbation. Alors, par quel levier ces observations ont pu se faire? Donc, vous voyez que la taille de clientèle, le graphique tout à la fin, d'année en année, les fruits et légumes bio ont gagné des ménages acheteurs, c'est-à-dire que le recrutement s'est développé avec ce pic, point vers le haut, avec à peu près 71% de ménages acheteurs sur 2020. Et puis en 2021, eh bien, la taille de clientèle est revenue, si on peut dire, à son niveau antérieur de 2019. Par contre, la fréquence d'achat, eh bien, elle progressait, c'est-à-dire qu'on venait un petit peu plus souvent acheter des fruits et légumes bio jusqu'en 2019. Et puis, 2020, crise sanitaire, on a moins souvent fait nos courses, mais par contre, en contrepartie, on en a mis plus dans notre panier à chaque fois. Mais là, sur 2021, vous voyez, la fréquence d'achat n'est pas revenue à son niveau d'avant-crise, donc à son niveau de 2009. Elle a encore continué de reculer. Et en contrepartie, le panier moyen d'achat n'a pas augmenté, il a même un peu reculé. Donc, on est venu moins souvent acheter des fruits et légumes bio et en plus, on en a mis un petit peu moins dans le panier, ce qui fait comme résultat, notre graphique de gauche, une baisse des achats en volume de fruits et légumes bio. Alors, on a des premières données sur 2022, sur les 4 premiers mois. On est globalement dans la continuité de 2021, c'est-à-dire une baisse des achats qui se poursuit et puis la taille de clientèle qui s'érode encore un petit peu. Et sur 2021, c'est vraiment la période du 4e trimestre qui a été en fort recul des achats, qu'on soit sur le global gamme ou sur les fruits et légumes bio. Et quelques éléments en termes de profil du consommateur de fruits et légumes bio. Qui est-il ? Quel est son portrait robot, si je peux dire? Alors, au niveau des gros et moyens consommateurs de fruits et légumes bio, eh bien, on est sur un profil, grosso modo, typé encore assez senior, assez urbain, assez aisé. Même si, effectivement, on peut observer une démocratisation, si on peut dire, des achats de fruits et légumes bio de toute cible de manière transversale, puisque la taille de clientèle a progressé. Le cœur de clientèle, les moyens et gros consommateurs restent sur ce typage senior, urbain et aisé. Merci pour ce passage de relais. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est où les consommateurs font leurs courses et où ils achètent leurs fruits et légumes bio. Donc vous voyez sur ce graphique l'évolution par circuit des ventes de fruits et légumes bio depuis 2016, avec en bleu les ventes en GMS, en orange les ventes en circuit spécialisé, en gris les ventes auprès des artisans et des commerçants, et en jaune les ventes directes par les exploitants. Entre 2016 et 2021, comme pour l'ensemble du marché bio, l'ensemble des circuits a cru de façon importante. Et en 2021, donc, le marché global des fruits et des fruits bio a atteint 1 milliard d'euros, c'est-à-dire à peu près de moins 4% par rapport à 2020, mais plus 8 versus 2019. Contrairement, et ça c'est un peu la distinction pour la gamme des fruits et légumes par rapport aux autres catégories de produits, c'est que les ventes à travers les circuits spécialisés sont les plus dominantes. C'est le circuit principal de vente des fruits et légumes bio, ce que l'on n'observe pas sur l'ensemble du marché bio. Néanmoins, quand on regarde l'évolution de ces ventes, on s'aperçoit que la part de marché des circuits spécialisés est en baisse de 4 points et plutôt au bénéfice de la GMS. Autre spécificité, disons, des circuits de vente de fruits et légumes bio, c'est la part de la vente directe qui demeure significative, qui est estimée à 15% des ventes de fruits. Ces fruits donc les principaux fruits biologiques sont relativement, en termes de marché, sont relativement limités. Et ce tableau présente donc la valeur en millions d'euros des différents marchés par espèce depuis 2019. Ce qu'on observe, c'est que donc, les principaux fruits et légumes
qui représente presque 50% des fruits biologiques frais consommés, sont donc la banane, la pomme et les agrumes, suivis ensuite des kiwis, des poires et dans une moindre mesure donc des pêches, nectarines et des mangues. Donc les données sont incomplètes là, pour les années 2019-2020 puisqu'elles n'étaient pas encore dans la série d'espèces que l'on suivait pour le compte de l'agence bio. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est l'effet prix, c'est-à-dire c'est l'évolution du prix des fruits bio qui a été appliqué à l'année. Et donc on observe aussi un impact fort de cette, disons, de la conjoncture de production sur l'effet prix pour certaines espèces, et notamment ce qui est assez flagrant, c'est pour le raisin, pour la poire, où là on a des effets prix qui sont très significatifs et qui peuvent donc peser dans l'évolution de la consommation. Quand on regarde la diapositive suivante et que l'on s'intéresse à l'origine des fruits et légumes, enfin des fruits biologiques, sur le total de la gamme fruits biologiques, 38%, quand on regarde en valeur, 38% des fruits biologiques sont d'origine France. Le reste est importé, soit pays tiers, soit UE. Quand on regarde l'évolution de l'origine France pour les différentes espèces suivies, on voit que celle-ci s'est globalement dégradée sur les différentes années. Quand on regarde en consolidé et en valeur, l'origine France a baissé et en 2021, donc on était à 38%, alors qu'en moyenne, sur 2016-2020, on était plutôt autour de 42%. Donc on a une petite baisse qui est significative sur certaines espèces, qui l'est moins sur d'autres. On a effectivement donc, la banane qui n'est pas produite sur le territoire métropolitain, la pomme qui est largement autoproduite en France, les agrumes qui restent encore très minoritaires, les kiwis qui sont aussi minoritaires, et ensuite on voit certaines productions qui arrivent à tirer un petit peu leur épingle du jeu, comme la pêche nectarine et les abricots, où l'origine France demeure significative. Donc, avant de poursuivre sur d'autres éléments au niveau européen, on voulait partager avec vous quelques points d'attention sur la situation actuelle que nous traversons. Donc, deux gros points marquants pour la configuration actuelle. Donc, on est sur une filière qui est confrontée depuis le 4e trimestre 2021 à une forte hausse des coûts de production. Le poste énergie, carburant, intrants, emballage, conditionnement avec la loi AGEC qui est entrée en vigueur en ce début d'année, hausse sur le coût de la main-d'œuvre également. Le transport est exacerbé en plus, si je peux dire, ajout d'inflation sur l'inflation par les conséquences économiques du conflit entre la Russie et l'Ukraine depuis mars dernier. Au niveau consommateur, donc on est sur une année, comme on a pu le dire en introduction, bien particulière, qui est marquée par une inflation globale galopante, relativement importante et marquée en France et en Europe, même si en France on a toujours quelques petits points de moins que la moyenne européenne au niveau de l'inflation globale, qui résulte d'une hausse du coût des matières premières initiées en fin d'année 2021 en lien avec la reprise économique mondiale post-Covid et puis accentuée, exacerbée aujourd'hui par les conséquences du conflit entre la Russie et l'Ukraine qui crée des tensions sur le pouvoir d'achat des Français, qui peut contribuer à augmenter les arbitrages des Français en termes d'alimentation, en termes d'achat de fruits et légumes de manière globale et à l'intérieur des arbitrages aussi peut-être plus importants sur leurs achats de fruits et légumes bio, comme on a pu le montrer, avec les fruits et légumes bio qui reculent un petit peu plus que le global gamme. Tout à l'heure, je vous ai parlé de baisse des achats depuis le 4e trimestre 2021. On a aussi d'autres facteurs qui peuvent contribuer à expliquer ces baisses d'achats. Donc, on a été sur un hiver qui a été globalement doux, et pour les légumes d'hiver, comme les fruits et légumes frais sont
sont des produits météosensibles à la production et à la consommation, eh bien le climat doux de l'hiver n'a pas été très favorable aux achats de légumes d'hiver, qui ont eu plus de difficultés, qui ont plus reculé par rapport aux fruits frais. Et puis on observe aussi, donc ça c'est le panel Kantar qui nous le dit, qu'on a pu observer un phénomène de cook fatigue. Ils appellent ça la cook fatigue, la fatigue de cuisiner, c'est-à-dire on était en confinement depuis 2020, beaucoup à la maison, beaucoup à davantage cuisiner, et puis les Français ont eu envie un petit peu de lever le pied, si je peux dire, à partir du T4. Les produits frais traditionnels ont eu des ventes qui ont reculé, moins d'achats de produits frais traditionnels. En contrepartie, on a pu observer davantage d'achats sur du tout prêt, sur du traiteur, sur de la conserve, sur du surgelé. Donc il y a aussi ces éléments qui peuvent entrer comme facteurs explicatifs par rapport aux évolutions qu'on peut observer sur les achats des ménages sur la fin d'année 2021 et puis ce début d'année 2022. Merci Dragana, Clément. Je vous propose qu'on continue de garder vos questions pour après. Donc on passe plus, on va voir si les consommateurs européens cuisinent plus ou moins, en tout cas au niveau économique, voir si ça se traduit. Pas sûr de pouvoir répondre à la question. Et puis ensuite, on passera aux outils de communication qui sont en cours au niveau de l'agence bio. Alors je vais vous présenter quelques éléments sur les perspectives européennes, à la fois au niveau de l'offre, et sur quelques focus marchés sur 3 pays. Alors ça, ce graphique qui peut être peut-être un peu illisible au fond, c'est en fait les perspectives et les objectifs de développement de l'agriculture biologique en Europe qui sont fixés dans les plans stratégiques nationaux, donc dans les politiques agricoles communes nationalisées au sein de l'Europe. Vous avez plusieurs couleurs dans ces différents bâtonnets. Vous avez en bleu foncé, c'est les surfaces qui sont en conversion, en orange, les surfaces biologiques, certifiées bio, et en gris, c'est les surfaces à la fois bio et en conversion, pour lesquelles on n'a pas de distinction. Les petits points en haut, jaunes, donc c'est les objectifs en pourcentage de SAU bio, définis à l'horizon 2030 dans chacun des États membres. Donc on observe donc une grande hétérogénéité d'objectifs. Il faut savoir que le plan d'action européen prévoit un objectif de 25% de SAU biologique d'ici 2030, mais cet objectif n'est pas contraignant. Rien n'oblige les États membres à respecter cet objectif. Et comme vous voyez, le pas est relativement différent selon les pays, avec une poignée de pays qui se sont fixés des objectifs très ambitieux, de 30%. On retrouve l'Autriche, on retrouve la Belgique, on retrouve l'Allemagne et également la Suède. Bon, pour la Suède et l'Autriche, on va dire, ils partent un petit peu de moins loin, donc la marche semble un peu moins haute à passer. Deuxième groupe de pays, donc c'est les pays qui se sont fixés et qui respectent l'objectif de 25%. Donc c'est la République tchèque, l'Italie et l'Espagne, qui sont donc des principaux producteurs de fruits biologiques, donc ce qui veut dire éventuellement que leur production, toutes choses égales par ailleurs, que leur production de fruits biologiques sera amenée à croître en proportion des objectifs qui se sont fixés. Et enfin, quand on regarde les différents États membres, on voit une autre catégorie où les objectifs sont plus bas, qui sont entre 15 et 20%, où là, c'est à peu près, on va dire, c'est la grande majorité des États membres. Voilà, ça c'était pour donner un peu des perspectives à l'horizon 2030 sur le développement de l'agriculture biologique, sachant que c'est des objectifs. La réalisation de ces objectifs dépend des moyens qui sont consacrés, de la proportion des enveloppes budgétaires consacrées pour la conversion. Donc cela reste encore hypothétique à ce stade, mais ça témoigne d'une volonté ou non des États membres de développer le secteur bio. Alors là, il y a 3 diapositives qui vont vous présenter des petits focus pays sur quelques chiffres clés à retenir par pays sur le secteur des fruits et légumes. Vous avez à gauche 2 tableaux, donc les chiffres clés bio, pour connaître un petit peu situer un peu la SAU bio, le pourcentage de SAU bio dans le pays, le nombre d'exploitations, et ensuite le marché alimentaire biologique. Alors pour l'Allemagne, qui est le premier marché alimentaire biologique, contrairement à la France,
Celui-ci a poursuivi sa croissance en 2021, plus 5,8%, et atteint le record de 15,9 milliards d'euros, avec dans un taux de pénétration qui doit être à peu près équivalent à 6,4 en 2020, donc probablement autour de 6,5, 6,6 en 2021. Caractéristique générale du marché, là aussi, peu de différence avec la France, avec un poids des GMS qui représente 60% des ventes, des magasins spécialisés à 27% et les autres canaux à 14%. Quand on regarde la production de fruits et légumes bio en 2020, il y a 150 000 tonnes de fruits biologiques qui ont été produits, donc, dont 65 000 tonnes de pommes et 365 000 tonnes de légumes. Quand on regarde la consommation, là les données sont par contre pour l'année 2021, les volumes totaux de fruits et légumes consommés sont de 811 000 tonnes pour une valeur de 2,9 milliards d'euros. Alors pour rappel, en France, on était à 2 milliards d'euros pour le marché, la catégorie fruits et légumes frais. En croissance très forte en 2021 par rapport à 2020. Ça représente 18% du marché alimentaire bio au stade détail en Allemagne. Et les principaux fruits consommés sont la banane bio, environ 130 000 tonnes, les pommes, 90 000 tonnes, et les agrumes. Quand on regarde le pays suivant, donc c'est le Royaume... Non, juste avant c'est l'Italie. Il faut revenir un petit peu avant. Ouais, l'Italie. L'Italie qui est un pays à la fois producteur et consommateur. Alors une SAU bio qui est sensiblement la même qu'en France en 2020, quand on regarde les données 2020, avec 2 millions d'hectares. En proportion de la SAU, c'est nettement plus, 7,6. Beaucoup plus d'exploitants également, avec 82 000 presque. Et une consommation, un marché alimentaire qui est à 4,5 milliards, pardon, avec une spécificité en Italie, c'est le poids de la RHD qui est très fort, qui est même plus fort que ce qu'on évalue en France, qui est à 701 millions. Donc RHD, c'est restauration hors domicile, donc c'est restauration collective et restauration commerciale. Et là aussi, un secteur qui a progressé en 2021 et a progressé en 2020, après une pause en 2019. Et à peu près un taux de pénétration de 4%. Voilà. Alors les caractéristiques du marché, là, il y a peu de différence avec la France, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est la production de fruits et légumes. Donc en surface, on n'a pas les données en volume. En surface, en fruits, donc on observe 134 000 hectares, c'est 3,7 fois plus qu'en France. Il y a dedans, on a 50% d'orangers, d'amandiers, de châtaignes et de noisettes, et 71 000 hectares de légumes. La consommation est estimée à 340 000 tonnes de fruits et légumes en 2021, et pour une valeur de 1 milliard 215 millions. Donc ça représente, là en proportion, c'est un marché où là, les fruits et légumes frais bio sont beaucoup plus importants que ce qu'on observe en France et ce qu'on observe en Allemagne, avec près de un cinquième du marché alimentaire bio au stade détail. Principaux fruits et légumes donc, sont là les trois mêmes, mais dans un ordre un petit peu inversé. Les oranges, 43 000 tonnes, bananes, 40 000 tonnes, et les pommes à 39 000 tonnes. Au Royaume-Uni, on a beaucoup moins d'informations. Le marché est plus restreint également. Sur la production est très peu développée au Royaume-Uni. Elle a peu bougé ces dernières années. En fruits et légumes, elle est également peu significative. La consommation des ménages bio en euros s'élève à 3 milliards 300 millions. Spécificité également, c'est que le marché est toujours en croissance en 2021, donc contrairement à la France. Et le taux de pénétration du bio demeure très faible, à 1,9%. Donc également le niveau de développement du secteur bio est plus en retrait que sur les pays d'Europe continentale. On n'a pas de données concernant les volumes, mais la valeur du marché des fruits et légumes bio est estimée à 735 millions d'euros au stade détail. Donc ça représente là aussi une part significative avec 22% du marché alimentaire biologique. Donc 3 marchés qui ont des caractéristiques propres en matière de circuits de distribution,
qui ont des dynamiques un petit peu différentes également, mais qui sont des marchés clés pour le secteur des fruits biologiques. Et donc pour clôturer, on va vous présenter des éléments sur une campagne de communication qui est en cours pour relancer la consommation de produits bio de manière globale dans le contexte actuel. Donc c'est la campagne autour du Bioréflexe, qui est une campagne de communication de crise ombrelle, entre guillemets, coordonnée par l'agence bio avec le soutien de différentes interprofessions. Donc il y a des spots radio sur le mois de juin, sur les stations affichées là, RTL, France Inter, France Bleu, et puis également une campagne d'affichage média sur les réseaux sociaux. Donc diapo suivante, vous voyez les supports qui sont mis en avant autour de ce bioréflexe pour nous, pour la planète. Voilà pour information. Et en termes d'outils disponibles au niveau de l'interprofession, donc pour information, on dispose d'un outil qui s'appelle l'Observatoire économique des fruits et légumes bio par produit, qui est un document qui recense des fiches produits, et pour chaque produit que nous suivons, une série d'indicateurs clés sur leur évolution ces dernières années. Donc n'hésitez pas à consulter cet outil. On vous a mis le lien sur notre extranet. Et puis enfin, le guide de développement des filières bio d'Interfel. Alors hop, il est là. Donc je vous ai mis un petit flyer sur la table ici. N'hésitez pas à vous servir. Il y a une version papier et puis également une version en ligne. On vous a mis le lien sur la droite. Et puis au niveau de l'interprofession, on a un comité bio, donc une instance dédiée où est discutée la gamme biologique. Et le contact est Madame Alice Richard, donc ma collègue au service économique, qui anime le comité bio d'Interfel. Et pour information, on a dans le cadre du comité bio et par rapport à toutes les questions sur l'évolution du marché qu'on peut se poser, lancer une étude sur l'adéquation offre-demande sur le marché des fruits et légumes bio. Donc cette étude est en cours, elle est cofinancée par France Agrimaire et on devrait avoir les résultats complets de cette étude d'ici la fin de cette année. Cette étude comporte notamment un volet benchmark avec d'autres pays et également avec d'autres filières. Voilà pour information. Donc avant de passer au grand témoin, on va voir justement si ces campagnes de communication vont avoir un effet sur la consommation, comme on l'a vu, avec une baisse au dernier trimestre 2021 qui se poursuit au premier trimestre 2022. Et l'objectif, c'est de voir avec les professionnels qui sont ici présents de la région s'ils ont ressenti en tout cas cette baisse, ou au niveau de la clientèle, ou voir quels sont les changements qui ont pu être opérés ou pas à leur niveau. Je donne la parole au Saveurs du Quercy. Oui, bonjour, merci pour me donner la parole. Du coup, comme grand témoin, alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire, si on ne sort pas de la guerre quand même, je ne suis pas un grand témoin. Par contre, merci à Clément et Dragana. En effet, vous avez réalisé des études qui sont quand même très intéressantes et plutôt assez parlantes. Donc, moi, je réalise pas des études, mais j'étudie la réalité. Finalement, ça peut venir conforter ce qui a été dit. Donc moi je suis Michel Moll, je gère une structure de mise en marché, historiquement bio, puisqu'on a démarré il y a 13 ans, donc c'était certainement la première structure bio sur le département. Voilà, aujourd'hui on commercialise, donc on est situé, on travaille avec une quarantaine de producteurs, principalement du Tarn-et-Garonne, et sur des fruits et légumes divers et variés. On a 2 réseaux de distribution, un réseau de grossistes principalement, et ensuite un petit réseau de distribution en demi-gros sur des magasins spécialisés. Alors quand je dis en effet avec un peu d'humour que j'étudie la réalité, parce que c'est vrai, on est confronté tous les jours à ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que globalement, on a passé 10 ans avec une croissance à 2 chiffres,
Bon, vous me direz, quand on part de zéro, la croissance de chiffres, elle est très facile à faire. Hein. Mais quand même, pendant 10 ans, c'est plutôt pas mal. Et bon, je suis moi-même producteur, mais les producteurs de notre groupement nous disaient qu'est-ce qu'il faut faire l'année prochaine et est-ce que ça va continuer. Donc, j'étais plutôt assez inquiet en disant on ne sait pas comment va évoluer le marché bio. Mais chaque année, il était en croissance. Donc finalement, au bout de quelques années, ils ont arrêté de me croire, en effet, puisque je leur racontais des salades. Sauf que ce n'est pas tout à fait vrai. Aujourd'hui, la question se pose toujours, et les chiffres le montrent. On est confronté, en effet, à je ne dirais pas une baisse de la consommation bio, je dirais plutôt une stabilisation. Je pense que la croissance va continuer. Globalement, dans l'agroalimentaire, donc les chiffres ne sont pas apparus comme ça, mais on a 10 à 15% de parts de marché dans l'agroalimentaire. Vous l'avez vu, 16% sur le fruits et légumes. Donc il y a quand même des parts de marché à conquérir. Donc ça veut dire qu'en effet, il faut reconquérir ce consommateur, le rassurer. Et alors, qu'est-ce qui se passait? Donc l'explication, on cherche tous des explications à tout ça. Pourquoi ça s'est calmé? Il y a certainement plusieurs raisons. Donc 2020, ça aurait dû arriver déjà. Je pense qu'on aurait pu, le schéma de la stagnation ou d'un léger frein aurait dû se faire déjà fin 2019. Mais bon, l'arrivée du Covid a modifié le comportement du consommateur. Et donc là, ça a été une bonne pour le développement du bio. Les gens se sont retrouvés chez eux. Ils ont voulu manger plus sain. Et c'est tout à fait méritable. Donc ça a boosté un petit peu la consommation. Seulement voilà, après, je pense qu'il y a eu un effet un petit peu anxiogène. Donc le bio se trouve sur un niveau assez premium de qualité et de tarif. Hein. Donc aujourd'hui, comme le consommateur a un petit peu peur de l'avenir, c'est quelqu'un de très sensible par rapport à ça. On en fait tous partie, hein, mais vous le savez. Et donc là, on serre un petit peu le portefeuille. Donc tous les produits premium sont à la baisse. Et le bio, forcément, n'y échappe pas. Voilà. Ensuite, il y a un deuxième effet qui fait aussi que moi, je vis tous les jours. C'est qu'il y a un effet ciseau entre donc, un développement de la consommation qui n'est plus en croissance et un développement de la production qui, lui, est énormément en croissance, et notamment sur le fruit. Plus que sur le légume, puisque le légume est une plante annuelle pour la plupart d'entre eux. Et donc là, je ne sais pas, j'ai vu passer dans un tableau des reconversions qui allaient être très importantes sur encore les 3 années à venir, hein, c'est ça. Mais déjà, on le subit de plein fouet, notamment sur un produit comme la pomme. Voilà, enfin là, je vais laisser la parole à Blue Whale qui va nous expliquer ça mieux. Beaucoup mieux que moi. Mais donc là, du coup, on a un effet ciseau entre une consommation qui, en restant optimiste, augmente très lentement aujourd'hui, donc voire stagne, et une production qui est plutôt et une production qui augmente très vite. Voilà, qui peut doubler. Hein, j'ai pas les chiffres, mais c'est quelque chose d'assez impressionnant sur 2021, 2022 et 2023, quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter de plus je ne sais pas. C'est déjà bien, ça confirme en tout cas tout à fait. Les données en tout cas macro qu'on peut avoir. Tout à fait. Ma réalité confirme leurs études. Ouais. On va passer maintenant la parole à Blue Whale, comme tu disais, spécialiste des fruits à pépins, qui va nous donner son avis sur la question et voir la dynamique à la fois au niveau consommation, au niveau clientèle aussi, si ça a évolué. Je vous remercie déjà d'être présent. Bonjour, merci. Michel a tout dit, donc j'ai plus rien à dire. En fait, donc Blue Whale, groupement de producteurs de pommes dans 4 bassins en France. Et effectivement, on a aussi un verger bio qui aujourd'hui représente à peu près 1000 hectares de production. Alors on est comme tout le monde. Aujourd'hui, la crise qu'on vit, c'est pas... Ok, la consommation baisse un peu, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de produits depuis 20 ans dans nos produits. On n'a pas des augmentations à 10% par an de consommation. Donc en fait, on vit sur la pomme et sur les fruits en général, on va vivre une crise de production. Qu'une consommation soit stable ou augmente de 2%, c'est assez logique, quels que soient les produits. Donc aujourd'hui, on a vu une très très grosse croissance.
Et par rapport à la production bio, nos producteurs pommes, ils ont été excellents parce qu'ils ont répondu, c'est le seul fruit où 97% des pommes bio sont aujourd'hui français. Donc on demandait à nos producteurs de produire bio, ils sont partis, ils ont été très efficaces. Et aujourd'hui on produit. Sauf que dès l'année prochaine, et je rejoins Michel, alors on le sait depuis quelques années, mais c'est un discours qui est assez inaudible, on sait que l'année prochaine on sera entre 30 et 40% de production en trop par rapport à ce qu'on sera capable de vendre en France. Donc notre situation, elle est même plus inquiétante. Alors dans un contexte où la consommation augmentée, c'est une chose, là en plus elle baisse, et on peut-être reviendra dessus pourquoi. Donc la solution dans ces cas-là, c'est d'aller à l'export. Donc effectivement, nous, on exporte à peu près 30% de nos productions bio. Ceci étant, quand vous avez vu les marchés export, aujourd'hui, vous l'avez présenté, l'Angleterre, ça n'existe pas, le marché bio, c'est 1% en pommes, donc c'est des volumes, alors on prend tout, hein. Même 1%, 1,5%, on les prend. L'Allemagne, ils ont une consommation bio, c'est le plus gros. Mais aujourd'hui, la consommation bio dans un pays, c'est d'abord local. C'est-à-dire quand je suis allemand, si je consomme bio, je dois avoir de l'allemand. Et quand je ne fais pas de l'allemand, je fais de l'italien parce que c'est à côté. Le nord de l'Italie parle allemand et ça fait très longtemps qu'ils sont installés, donc ils en ont de reste. Et l'Italie n'est pas capable de vendre sa production. Donc effectivement, les perspectives export aujourd'hui au niveau européen sont assez limitées quand on s'intéresse à la production, pardon. Donc voilà, donc on est dans cette crise de croissance, ce qui va nous obliger à... Et la crise actuelle de consommation qui baisse, pourquoi ça baisse? C'est qu'il y a certains consommateurs qui étaient venus, qui sont repartis, c'est ce que vous avez montré dans les études. C'est probablement qu'ils sont venus quand on les a déçus. Alors quand on est sur un consommateur, ça peut être le prix, ça peut être la qualité, ça peut être le goût, c'est sûrement les trois à la fois. Et donc effectivement, ces consommateurs-là, il va falloir qu'on aille chercher des consommateurs qui ne viennent pas que pour le bio. Et pour aller les chercher, il va falloir qu'on s'améliore sur les trois items, prix, qualité et produits. Donc voilà nos enjeux pour les 4-5 prochaines années. C'est évident qu'aujourd'hui, le potentiel verger bio en fruits en France, alors on parle de pommes, mais on produit aussi des kiwis, des prunes et des poires bio. On est dans la même dynamique que la pomme. Alors comme c'est des fruits moins importants en France, ça se voit moins peut-être, mais voilà. Donc notre enjeu dans les 5 prochaines années, c'est de retravailler notre offre, parce que si on a déçu les consommateurs, c'est que notre offre n'est pas bonne. Et à un moment donné, un consommateur, il est obligé de rien. Il consomme parce qu'il en a envie. Il en a envie parce que c'est bio, il en a envie parce que c'est bon, ou il en a envie parce qu'il peut se le permettre. Donc il faut revenir au consommateur. On ne peut pas juste donner des injonctions aux consommateurs de consommer bio. Et ça nous rappelle peut-être les fondamentaux de la consommation. Et tous ensemble, on va devoir travailler autour de ces thèmes-là. Mais effectivement, Michel l'a dit, il y a quelques années, on était tous à avertir un petit peu des courbes qui montaient en consommation de 10%, mais les courbes de production montaient pas à 2 chiffres, mais à 3 chiffres. Je crois que la production française va être multipliée par 5 ou 6 en 10 ans, donc ce n'est pas du 10% par an. On a bien répondu presque à l'injonction de produire bio, qu'on a eu quand même pas mal par les pouvoirs publics, on l'a fait, mais aujourd'hui on a fait trop vite et on va devoir rectifier les équilibres. Ce qui ne veut pas dire que demain on n'aura pas un marché bio rentable, un marché bio intéressant pour nos producteurs. 10% de la consommation, c'est énorme. Donc il faut qu'on y aille. Mais simplement, il faut qu'on y aille à la vitesse du marché. Il n'y a pas de miracle. Et avec les qualités requises par un consommateur qui, déjà un consommateur, ça veut rien dire. Il y a des consommateurs. Dans le bio, il y a énormément de consommateurs différents. Vous n'avez pas un consommateur bio. Souvent on entend le consommateur bio, ça ne veut rien dire. Il y a des consommateurs bio très très différents. Donc voilà, donc on va devoir répondre à tout ça et aller chercher des consommateurs en dehors des consommateurs bio pour pouvoir vendre plus de bio. Sinon, effectivement, on va être en difficulté rapidement. Voilà. Alors les injonctions européennes, 15, 30, j'aime beaucoup les Espagnols, 30% de bio, mais ils n'en consomment pas chez eux, donc ils font du bio pour nous les envoyer. Je ne suis pas sûr que ça marche. Il ne faut pas oublier que pour un consommateur bio, en tout cas une majorité, bio égale local. Donc effectivement, il y a beaucoup de... En fait, on est dans une situation de bulle qui a été gonflée beaucoup par les injonctions et puis par peut-être des messages parfois un peu trop optimistes. Et la réalité du marché, Michel l'a dit, on s'y confronte nous. Cette année, c'est une année charnière qui finit très difficilement. Et l'année prochaine, c'est une année où on est dans une impasse d'équilibre marché-offre-demande, clairement. Et ça devrait durer probablement 3 à 4 ans avant qu'on soit capable de rectifier ce déséquilibre qui est structurel aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc sur ces notes mitigées, je dirais. Donc effectivement, voilà, une offre qui est là, une demande en tout cas à conquérir sur un potentiel en tout cas. On a encore quelques minutes voilà, avant la prochaine conférence du coup pour vous laisser la parole, voir si vous avez des questions, des points. Alors après, je vais peut-être demander aux intervenants de venir, enfin voilà, la réponse, ceux qui peuvent répondre, de venir ici, comme tout est filmé, tout est enregistré. Ou est-ce que c'est mieux? Qu'est-ce qui est mieux? C'est mieux. Voilà, on me dit que c'est mieux. Pas pour la question, mais au moins pour la réponse.
Merci pour les présentations qui ont été faites. Moi, j'ai plein de questions, mais je pense que je ne vais pas toutes les poser, sinon ça va être un peu long. Pardon. J'avais juste une question sur la baisse du marché. Là, je me suis notée pour me souvenir. Est-ce que sur 2020, il y a un effet aussi peut-être lié au Covid du préemballé qui a peut-être séduit certains consommateurs pour faire ses courses plus rapidement quand on était dans des moments un peu d'incompréhension de ce que c'était que le Covid par rapport à des contaminations possibles. Je ne sais pas, Dragana, si vous avez des infos sur ça. Et sur la perte de vitesse du circuit spécialisé bio, est-ce que c'est lié aussi aux pertes des magasins, enfin un peu aux restructurations des circuits spécialisés bio des différentes enseignes? Et j'avais une dernière question, ça fera 3, je me limiterai à ça. Est-ce que vous avez des infos sur le marché industriel fruits et légumes bio? C'est peut-être plus pour Clément ou pour Blue Whale, je ne sais pas. Je vais commencer à passer le micro à Dragana sur la question de l'emballage. Est-ce que ça a eu un effet du coup sur la consommation? Alors du coup, effectivement, Fanny, tu as raison de le soulever. Donc pendant le premier confinement national, on a pu observer, comme l'a dit monsieur, des comportements d'achat des consommateurs qui ont été modifiés, qui se sont adaptés à la situation. Comme je vous ai montré tout à l'heure sur les indicateurs clés en fruits et légumes bio, mais on a pu le voir sur le Global Gamme, on est moins souvent allé faire nos courses, donc la fréquence d'achat a diminué. En contrepartie, on a davantage rempli nos paniers d'achat et puis il y a eu cet effet report de la restauration hors domicile vers la consommation à domicile. On a plus mangé à la maison. En termes de circuit de distribution, on a aussi fait des changements par rapport à nos habitudes d'avant l'apparition de la crise. On a essayé d'aller au plus proche de chez soi, d'essayer de privilégier les plus petits magasins, si je peux dire, un peu moins d'hyper, un peu plus de super, d'enseignes de proximité, de petits points de vente près de chez soi, si je peux dire. Et on a essayé de passer aussi moins de temps à faire nos courses pour essayer d'optimiser. Ensuite, les fruits et légumes sont majoritairement achetés en vrac. La proportion, c'est à peu près 70% des achats se font en vrac, un tiers en préemballé. Et ce qu'on a pu observer effectivement pendant le premier confinement, c'est que le poids du préemballé a pas mal progressé. Et donc, sur certains circuits de distribution, comme chez les généralistes, les produits bio sont davantage vendus en préemballé et donc ont effectivement pu contribuer à rassurer le consommateur en cette période-là. Et cette situation a donc aussi contribué à permettre cette progression de la taille de clientèle que je vous ai montré tout à l'heure sur 2020, qui était un point haut record, si je peux dire, par rapport aux dernières années. Voilà pour le premier point. Il y a une partie aussi par rapport au circuit spécialisé avant la transformation, l'évolution sur les circuits. Sur la transformation, je vais laisser la parole aux autres intervenants, mais peut-être juste par rapport au circuit de distribution, le préemballé, il y a eu davantage d'achats sur le online. Et sur le online, les produits sont très vendus préemballés. Donc, ça a pu contribuer aussi à la hausse. Donc, sur la transformation, pour ce qui concerne la pomme, aujourd'hui, notre réseau de transformateurs est saturé puisque depuis 1 mois et demi, on n'a pas assez de débouchés de transformation pour les lots qui sont destinés à la transformation. Alors, il y a un problème technique. Il y a un certain nombre de transformateurs qui, à partir d'une certaine période de l'année, ne peuvent plus transformer du produit bio par rapport à des problèmes d'évolution. Donc, de ce fait, en fin d'année, on a des problématiques. Mais eux aussi, ils ont des ventes qui baissent. Alors, vous avez les chiffres plus importants que nous. Enfin, en tout cas, nous, en pomme, on a vécu cette année une baisse de consommation très forte par rapport à les années records. Mais ce qui est plus embêtant, il en a parlé un peu Michel, c'est qu'on se rend compte dans tous vos panels, c'est que les prix à la consommation, eux, augmentent. C'est-à-dire que moi, distributeur spécialisé de bio ou GMS bio, comme je vends moins de quantité, pour garantir ma marge, j'augmente les prix. Et donc, c'est encore... Plus j'augmente mes prix, plus je baisse. Donc, c'est autoréalisateur. Et ça, si on ne sort pas de cette spirale qui est catastrophique, effectivement, on est en difficulté. Parce qu'au final, quand même, un consommateur regarde les prix, et d'autant plus dans la période qu'on va rentrer. Donc, comment on fait aujourd'hui pour que nos distributeurs vendent des volumes et pas des prix? Et c'est là qu'il y a un grand enjeu. Alors, on a un appel aux associations, parce que c'est toujours difficile, on est tout seul. Mais on a tous ensemble, on doit agir là-dessus, parce que si on ne change pas cette logique, la consommation l'année prochaine, qui a pu faire dans certains réseaux de GMS, moins 20, moins 30%, certains distributeurs hors spécialisés, va continuer.
avec les prix au détail qui sont nettement plus supérieurs, c'est un vrai souci pour nous dans le développement de notre consommation et ça nous inquiète énormément. Et ça, il faut qu'on lutte très fortement et rapidement. Dans le fruit à pépins, mais on le retrouve aussi dans toutes les catégories de fruits où ça impacte du coup le prix à la fin au niveau du consommateur et aussi du producteur même individuel, quoi. C'est vrai qu'il y a cette spirale. Pour la transformation, juste pour compléter, effectivement aussi sur les fruits à noyaux, il y a des difficultés et aussi avec un impact par rapport aux intempéries qui peut avoir notamment du gel début d'année où il peut y avoir des ruptures comme sur l'abricot en ce moment. D'autres questions peut-être? Oui, monsieur. J'ai une question de consommateur. En fait, on voit de plus en plus de produits bio. Ma femme, chaque semaine, ramène des produits bio de ceci, de cela. Est-ce que pour la stagnation ou voire la baisse, ne s'installe pas, il n'y a pas une installation de doute parfois, de doute qu'il s'agit bien de bio? Je ne sais pas s'il y a un organisme certificateur, par exemple, dans la salle, quelqu'un qui peut répondre. Il y en a beaucoup dans le... Mais... Alors, moi, je ne sais pas si je suis en capacité de répondre, mais je peux donner un avis. Et alors, oui, je confirme, en effet, ça fait partie, j'aurais pu le citer aussi dans les éléments de perturbation du consommateur. C'est-à-dire, il y a eu un certain nombre de labels, plus ou moins récents, hein, d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait nouveau, mais... pas pour les critiquer, hein, c'est certainement louable qu'ils existent, mais HVE, biocohérence, qui sont certains bio, hein, d'ailleurs, et zéro résidu, voilà. Et donc, en fait, ça a semé le trouble, ça n'a pas semé, ça sème le trouble dans l'esprit du consommateur, qui n'a pas besoin de ça, quoi. Quelqu'un d'inquiet, je vous l'ai dit tout à l'heure, et qui en plus aurait besoin quand même d'une formation. Je ne sais pas s'il y a des formateurs ici, mais il faudrait faire des formations pour l'achat, formation aux consommateurs. Je pense que ça serait important. Et donc du coup, oui, ça vient semer le trouble. À mon avis, oui, je confirme ça. Peut-être je peux compléter parce que Dragana, au niveau d'Interfel, a terminé par la campagne de communication qui est nationale. Hein. Donc là, elle vous a montré le volet fruits et légumes. Hein. Le bioréflexe, c'est aussi justement redonner des informations claires aux consommateurs autour des produits biologiques de façon à effectivement leur expliquer vraiment de pouvoir faire la différence entre un vrai produit bio et puis un produit qui peut ressembler au bio, mais qui n'est pas aussi contraignant en termes de contrôle, certification et exigence de cahier des charges. J'ai bien compris que vous étiez d'un optimisme relatif, voire pas d'ailleurs. En revanche, je n'ai pas bien saisi les axes sur lesquels il faudrait intervenir pour, vous l'avez soulevé un peu, mais c'est pas, pour moi, ce n'est pas suffisamment clair, les axes sur lesquels il faudrait intervenir pour relancer l'information des consommateurs. Parce que je partage votre point de vue, là, votre point de vue, et le tien, Michel, qu'effectivement, moi, quand je parle autour de moi, il y a une réelle confusion entre la bio et le reste. Alors, c'est la multiplication de certains logos, c'est la confusion avec le local, si c'est proche, c'est que c'est bon et que c'est bio, sans compter ceux qui disent qu'ils font en bio sans être certifiés, ni contrôlés, ni quoi que ce soit. Donc, il y a un réel problème d'information au niveau des consommateurs. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, vous, en tant que producteur et transformateur, vous faites un constat, mais derrière le constat, qu'est-ce qu'on met en place? Alors, il y a la campagne d'Interfel, ok, mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. J'avais cru comprendre à un certain moment, parce qu'on l'avait sollicité, que l'ensemble, par exemple, des organismes de certification fassent une campagne de pub et de promo sur ce qu'est le contrôle, la certification, comment c'est exercé, etc. Et ça leur appartient. Mais il y a peut-être d'autres acteurs, il y a peut-être d'autres axes sur lesquels il faut intervenir. Et voilà, c'est ce que j'attendais un peu de votre part, au-delà du constat. Merci. Alors, il y a une partie qui est liée à l'agence bio aussi, qui mène cette campagne. Tout à fait. Mais Michel, tu peux compléter. Oui, je vais juste compléter à mon ami Jacques Pior, ex-APCA quand même, il faut le dire. Mais
Je veux dire, moi, je suis venu, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai étudié la réalité en fait. On m'a posé une question, je dis, en effet, la réalité c'est ça. Donc après, j'interviens entre guillemets politiquement. Je suis acteur à l'interprofession. Donc on a avec l'agence bio, on a, vous l'avez vu, les interprofessions. Je ne sais pas si c'est ici, oui, je crois. On lançait une campagne de communication. Voilà, ça répond à ta question. Après, s'il y a d'autres moyens pour motiver le consommateur pour manger plus de bio et le rassurer, nous on est preneurs de toutes les idées. Moi, je suis a priori paysan, éventuellement un peu distributeur. Voilà, donc je porte pas non plus toutes des idées et on a besoin de tout le monde pour voilà. Après le bio, c'est simple, il n'y a pas d'autre alternative. Hein. Moi, je conclurai là-dessus. C'est la feuille, c'est-à-dire le logo AB qui date depuis très longtemps. J'ai pas sa création, mais le logo européen, il est un peu plus récent. Mais et il n'y a pas d'autre alternative. C'est 0 produit chimique de synthèse issu de la pétrochimie. Point. La phrase, elle est simple. C'est tout. Le consommateur, il pose des questions. Moi, j'ai des amis qui font du 0 résidu et ils désherbent avec du Roundup. Bon, là, c'est 0 résidu sur la feuille de tomate, en effet, puisqu'ils ne traitent pas, c'est sous serre, mais ils traitent avec du Roundup. Donc, ouais, c'est pas bio, quoi. Il faut que ce soit clair, quoi. Merci pour cette conclusion, Michel. Je pense que je te laisse peut-être présenter la prochaine. Enfin, s'il y a une dernière question, c'est ça, on a encore un peu de temps. Oui. Oui, lorsque vous présentez les fruits bio majoritairement consommés, donc on voit apparaître depuis toujours la banane et les agrumes. Bon, effectivement, le consommateur mange ce qu'il a envie de manger. Nous mangeons ce que nous avons envie de manger, mais est-ce qu'il n'y a pas un travail à opérer aussi pour orienter et faire basculer ces consommations-là vers d'autres fruits produits sur les territoires nationaux. Donc on voit l'Italie, eux ils ont des agrumes, donc évidemment dans la hiérarchie on les voit apparaître en premier si je me rappelle bien. Donc voilà, dans le travail d'éducation à la consommation, tout en respectant bien entendu les choix et les volontés d'équilibre alimentaire ou de goût, aussi communiquer sur il y a d'autres fruits que la banane et les agrumes. Je ne sais pas si je pourrais répondre, non, juste de dire il y a des campagnes de communication par l'interprofession des fruits et légumes qui a lancé récemment, alors pas spécifiquement sur le bio, mais sur les fruits et légumes. Après, voilà, il y a des programmes de diversification qui sont appuyés par des programmes d'aide auprès des organismes d'accompagnement, ça aussi. Mais c'est vrai que ça mériterait peut-être un peu plus. Je vais donner la parole à Clément, si tu as des éléments aussi par rapport à ça. Non, je n'ai pas beaucoup d'éléments, si ce n'est que après il y a la question finale du prix. Et en fruits bio, la banane, c'est un des produits les plus économiques. Et la pomme aussi, mais peut-être que la banane encore, c'est encore moins cher. Et c'est ça qui fait la différence, peut-être auprès de consommateurs qui veulent consommer bio et qui s'orientent sur les produits les plus économiques à la fin. Peut-être les fruits français sont les plus consommés en France. C'est juste qu'en bio, la banane qui vient des Amériques, effectivement, domine le marché parce qu'elle est moins chère qu'une pomme traditionnelle. Donc le prix de détail est un peu important parce qu'à un moment donné, quand on veut élargir nos consommateurs, le prix devient un facteur important. On sait très bien au-dessus d'un prix, on perd 80% des consommateurs. Donc en banane, ils vont les chercher parce qu'ils ont des bananes de bio qui sont moins chères. Comment ils font, je n'en sais rien. Mais effectivement, c'est malheureusement, et tous les bananiers français s'en plaignent quand même énormément actuellement parce qu'on se retrouve avec de la banane bio Amérique moins chère que de la banane faite dans nos Antilles. Donc, et pourtant, la banane des Antilles est très subventionnée. Donc c'est un vrai souci pour les bananiers français. Alors, je ne suis pas bananier, vous en parlerez, mais moi, ce que je sais, c'est que la banane bio, elle est moins chère que nos pommes traditionnelles. Donc, le prix va devenir un facteur important au détail. Ça ne veut pas dire... Alors, quand on parle de prix, on pense toujours producteur. Les deux ne sont pas forcément corrélés, malheureusement, parce que chaque fois qu'on augmentait nos prix... voilà. Mais par contre, le prix de détail et du bio, c'est le principal facteur aujourd'hui qui fait qu'on n'arrive pas à élargir notre clientèle. Oui, certainement besoin de diversifier, effectivement, les fruits bio. Et on le voit d'ailleurs dans les études Kantar, où la banane prend une part tellement importante qu'il faut la retirer parce que sinon
Voilà, pour calculer en tout cas l'évolution, c'est voilà, comme Dragana le dit, c'est la moitié en tout cas des produits consommés. Donc effectivement. Oui, moi je voudrais. La question qui vient d'être posée est assez pertinente aussi. Et elle rejoint un petit peu la question de Jacques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser la tendance. En fait, c'est ça la question. Et c'est vrai qu'on a vu quand même à une époque où il y avait des acteurs de la distribution que je ne citerai pas, mais qui étaient capables de faire manger des fraises à Noël aux consommateurs quand même. Hein. J'ai des tomates aussi. Donc il y a des gens qui sont capables de faire des choses assez extraordinaires. Donc c'est peut-être envisageable de faire manger du bio à sa saison, non? Certainement. Ben, ça va être le mot de la fin, Ouais. je crois. Parce qu'effectivement, on a épuisé un petit peu le temps consacré à cette conférence. Donc, je vous rappelle, ces échanges ont été enregistrés, donc ils pourront être podcastés. Et les diapos présentés seront disponibles également sur le site Tech & Bio et également sur le site des chambres d'agriculture d'Occitanie. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Pour les plus intéressés, à partir de 16h, on a une conférence consacrée à un sujet éminemment d'actualité. C'est autour du changement climatique et de l'adaptation des vergers au changement climatique et à la gestion de l'eau, notamment. Voilà, plus particulièrement. Voilà, les agences de l'eau, notamment à Dour-Garonne, nous a apporté un soutien significatif dans l'organisation de ce rendez-vous. Et on devait aussi parler avec eux de cette question de la gestion de l'eau dans les vergers et autour de cette thématique du changement climatique. Merci encore.